Salut à toi, moi c'est Javier Amara. Bienvenue dans cette quatrième vidéo de notre série de déploiement d'un cluster Kubernetes avec Kibadmin. On a vu pourquoi on l'a déployé sur trois serveurs, les limites des outils comme Minikib. On a continué avec la deuxième vidéo, les pourquoi et les types d'applications dont c'est beaucoup plus pratique d'utiliser Kubernetes. Est-ce que c'est dans toutes les applications qu'on doit le faire? On a répondu à cela. On a vu aussi dans la vidéo précédente, la quatrième vidéo. Si tu ne l'as pas encore regardé, je t'invite à faire un tour sur là-dessus pour voir comment on a fait notre archi avec 3 VM qui sont là, 7 VM et une autre et ensuite une troisième. Voilà. Donc, hop, il faut que je ferme cette application ici. Ouais, donc, avec les 3 VM qui lui sont propres à notre cluster pour cette vidéo, pour toute cette série. Dans cette vidéo, on va voir qu'on a bien respecté les prérequis. On va voir les applications qui sont créées après le déploiement d'un cluster. Et ensuite, on verra les différents points que tu peux vérifier et les sources des problèmes qu'on peut avoir. Dans la cinquième vidéo, qui sera la fin de cette mini-série d'apprentissage ou de démonstration ou encore de fournir les éléments à prendre en compte dans le déploiement de Kubernetes. Pour cette série-là, on terminera à la cinquième vidéo dont on expliquera comment on a traité les défis. Sans tarder, on va voir que nos différents serveurs VM arrivent à se connecter entre eux. Donc, dans ce cas, je vais vérifier bien que j'ai une IP qui fait partir de notre réseau qu'on avait dit ici. Je vais sauter un point. Oula, bon, ça commence à être trop, mais bon. Voilà, donc on a bien vérifié qu'on a une adresse IP qui est liée à cette VM qui appartient de notre cluster qu'on vient de dire tout de suite qu'il faut qu'ils arrivent à communiquer entre eux. Donc sans tarder, on a aussi la deuxième qui est, je vais même limiter à un grep de 10-10 et de 10 pour cela, pour voir qu'on a bien une interface qui lui sont attribuées. Et on fera pareil ici que la machine dispose bien d'une adresse IP qui lui permettra de se connecter de communiquer avec les autres du cluster. Il y avait une autre manière sans passer par cela. Tu pouvais faire un ping de limité à 2, hein, 10, 10, 10 et 3. Voilà, donc qui communique bien avec la VM à côté et il communique bien aussi avec la deuxième. Donc ce qui veut dire qu'on a respecté la connectivité entre les deux. Il faut voir que les swipes est désactivé pour toutes les machines qui entrent dans le cluster. Donc avec Astop, on peut voir bien ici que le swipe n'est pas du tout activé. Donc c'est activé avec la commande swipe on et swipe off -A pour désactiver toutes les swipes sur la machine. Pareil, on a la même configuration sur cette VM qui est des swipes désactivés, pardon. Toutes les swipes sont désactivées sur la VM. Pareil, ici encore, tu as, bon, ça, c'est une VM que je l'ai retiré du cluster et pour faire un test, donc je ne l'ai pas réactivé, mais il fonctionnera de la même manière que ce cluster-là. Parce que quand tu verras qu'on affichera les machines avec les nodes qui sont dans le cluster, effectivement, je l'ai désactivé pour faire un test, donc je ne l'ai pas réintégré encore au moment de la vidéo. Mais sache que tout ce que tu fais sur cette VM, tu peux le faire pareil. On avait notre prérequis de respecter le nombre de CPU
Ici, tu verras que tu as voilà, un seul CPU et ça fonctionne bien parce que c'est un worker. Mais par contre, dans les prérequis de Kubernetes, il faut avoir un CPU, minimum 2 CPU pour les masters. Donc ça, c'est les prérequis matériels et les prérequis réseau qu'il faut respecter. En troisième niveau, il y a des prérequis à respecter dans les cas où c'est de configuration noyau. Il faut activer les forwarding dans ce fichier-là sur, surtout, surtout les serveurs qui rentrent dans le cluster. Tu peux le faire en ligne de commande, mais tu peux le modifier ici encore. Bon, ça, je ne l'ai pas activé pour l'IPv6, mais je crois bien que je l'ai activé pour l'IPv4. C'est-à-dire, je l'ai positionné à 1. Voilà, donc c'est une variable que tu dois chercher pour activer les forwarding, en IP. Voilà, donc ça, c'est... si j'aurais voulu activer un IPv6, donc il faut désactiver décommenter cette ligne. Voilà, je le fais pour l'IPv4. Et ensuite, il faut faire la commande pour qu'il prenne en compte système systctl tout court, -w, petit w pour réactiver encore les modifications que tu viens de faire. On a terminé à ce niveau-là avec les prérequis du noyau. La commande kybadmin init avec toutes les options, je ne vais pas les refaire pour ne pas vu le temps que ça m'a pris, pour ne pas réinitialiser mon cluster et ça sera un carnage. Mais c'est cette commande-là cette option-là qui permet de créer. Il y a des options aussi qui permet de générer un token si une VM veut intégrer le cluster. Comme cette VM, je l'ai désactivé dans le cluster. Je peux encore le réintégrer avec des options qui suivent la commande kybadmin. Après cette commande, tu vas avoir des fichiers qui vont venir se créer dans le premier répertoire de travail qu'on verra ici, dans etc Kubernetes. Donc tous les fichiers qui sont là, c'est des fichiers de travail, mais par contre des fichiers, des configurations des services internes sont ici. Tu as un service interne etcd pour stocker les clés value des informations dans le cluster. Tu as une configuration pour l'API serveur, tu as une configuration pour le contrôleur qui va gérer tout le cluster. Tu as une configuration pour le sandler qui permet d'un côté de partager ou d'envoyer les pods sur les workers en fonction de disponibilité. Donc pour jouer tous ces rôles-là. Ça, c'est à chaque niveau pour que les services communiquent entre eux, il faut un minimum de confiance entre les différents services. Donc à ce niveau-là, la confiance est établie via des certificats qui sont aussi autogénérés. Par exemple, ces informations, c'est pas moi qui les ai créées. Ces certificats-là, comme le nom les indique, c'est pour signer les communications entre etcd et API serveur. Voilà, donc tu peux avoir tout court pour ça, c'est la CA, les informations de l'autorité des certificats. Donc tous ces certificats-là, ils sont utilisés quelque part dans ces configurations-là pour assurer la bonne communication entre les différents services qui sont déployés pour le bon fonctionnement de ton cluster. Donc là, vraiment, comme le titre indique, on est vraiment dans le cœur de l'outil. Et ça, c'est le premier répertoire de travail. Tu as un deuxième répertoire de travail que tu verras qui est généré aussi automatiquement, mais où il faut faire beaucoup attention, c'est la configuration de Kiblet. Ces répertoires de travail, ils contiennent toute la configuration des petits services aussi qui est créé, qui est installé, hein, comme kybadmin et autres. Je t'invite à aller voir dans la page officielle pour comment tu peux l'installer et tous ces services et comment tu gères même d'ailleurs, comment tu comprendras toutes ces dépendances-là.
il y a un fichier ici que moi je l'ai manipulé beaucoup. C'est les fichiers Kib, un Kib admin, c'est Kib admin flow environment, flag environment. Donc là-dedans, tu vas. Moi, j'ai joué sur cette variable-là parce qu'il est pris en option lors du démarrage du service Kiblet. Je l'ai ajouté, j'ai adapté d'abord l'adresse IP du node et je l'ai ajouté pour qu'il arrive à aller prendre les configurations du DNS quoi, ici pour traiter les résolutions de domaine. Euh, Ensuite, on a un fichier, un répertoire qu'on crée pour, euh, pour assurer la bonne communication et surtout pour avoir les bons certificats qui sont utilisés sur les workers. Parce que tout ça, c'est vraiment sur les masters. C'est les seuls serveurs qui contiennent toutes ces informations-là. Donc, il faut que tu arrives à capter cela. Donc, il faut prendre la configuration des admin.conf dans les etc/Kubernetes et ensuite il faut les mettre ici sur ton utilisateur qui doit être manipulé pour la configuration. Donc ça c'est le même contenu qui est api.admin qui est admin.conf. Pourquoi c'est le même contenu? C'est pour garantir que ces certificats-là, c'est exactement les mêmes que les briques internes qu'ils utilisent. Parce que ça, tu vas avoir besoin pour assurer les différentes communications et d'agir avec l'API, cette configuration qui est ici. Comme ça, c'est quelque chose que tu peux pas voir, mais l'erreur qui te permettra de comprendre que tu as un problème avec ces certificats-là ou ces fichiers-là qui n'est pas soit les bons ou qui n'est même pas là, qui n'existe pas. C'est au moment où tu verras que ta commande kubectl en fait essaie d'interpréter un API sur les ports 80-80. Moi, c'est comme ça que je l'ai découvert. Je dis bon, c'est pas les bons API, donc il faut faire quelque chose. Donc j'ai compris qu'il fallait mettre ça ici via mes recherches, c'est pour qu'il prenne en compte. Et ensuite, il faut que la commande kubectl d'une part soit accessible dans les paths. Il faut qu'il soit accessible dans les chemins d'accès pour les binaires. Je crois qu'il est quelque part, je crois que c'est un user bin local comme ça. Donc il faut que cette commande là aussi soit accessible. On a fait le tour pour les composants internes. Maintenant, on verra dans la dernière vidéo de cette série quels sont les points d'erreur que moi j'ai rencontrés et comment j'ai compris qu'il y avait des problèmes et surtout les traitements que j'ai mis en place pour avoir un cluster Kubernetes qui est opérationnel. Je te montre avec la commande qui est avec le cluster que tout est opérationnel. Donc Kib System. Kib System, c'est un namespace où il y a les configurations. C'est un namespace où il y a les services internes comme l'API, comme tu les verras à l'affichage, kubectl, getprod. Voilà, donc tout c'est. Il faut pas faire attention à Calico. On le verra que c'est un problème qu'il est venu traiter. Mais ça, c'est les briques internes qu'on vient de voir dans notre répertoire de travail. Donc, tu as pu voir vraiment la différence entre le fait de traiter ces CNI et les lancements. Donc, déjà, ça m'a pris minimum 15 heures entre le simple fait de lancer, de pouvoir bien lancer le cluster et de traiter les problèmes des réseaux internes que j'ai eu avec les workers. Donc, ça te donne une idée que ces problèmes-là, c'est des problèmes réels. Et c'est quelque chose qui a marché, que je te partage. On verra la suite de comment on arrive à avoir quelque chose de personnel comme ça dans la vidéo suivante
la dernière vidéo de cette série. Je te dis à tout de suite pour cette vidéo.